européenne, il me semble que les segments les plus à risque sont ceux qui n'ont pas encore intégré ce phénomène-là. Donc on peut voir que dans l'acier, par exemple, c'est intéressant, parce que dans l'acier, Arcelor est la plus mauvaise performance du CAC year-to-date après l'année dernière également, montrant bien qu'un certain nombre de transformateurs sont victimes de cet excès d'offre potentiel de la Chine. En revanche, dans la chimie, et ça représente aujourd'hui 9% des indices euros, eh bien, on est avec des valorisations qui sont revenues au top, des titres au top. Et donc, nous, on est très prudents sur cette problématique globale, notamment à travers la chimie. Donc, on est absent. Est-ce que le rachat de Rhodia est un indicateur contrariant ? Oui, même là, vous savez, les trois valeurs qui pèsent en Euro-Hollande sur la chimie, c'est Bayer, BASF et Air Liquide. D'accord, merci. On a 5 minutes pour prendre des questions dans la salle. Je vais ça serait intéressant d'avoir peut-être deux avis contradictoires sur la question. Comme on exclut ce sujet de nos portefeuilles, je crois que vraiment, j'aime pas parler de ce que je connais pas assez, donc franchement, je vais pas aller parler des bancaires. Moi, je vais effectivement HSBC. Répondre. Oui, d'abord plus généralement sur la problématique des banques, à laquelle HSBC d'ailleurs ne participe pas complètement. Le problème des banques aujourd'hui, c'est que le marché ne croit pas à leur capacité à maintenir les retours sur capitaux investis, ou capitaux propres. Je vais prendre juste un petit exemple. Je vais prendre la BNP, si vous me pardonnez. La BNP aujourd'hui dégage déjà en 2010 15% de retour sur fonds propres. Les bénéfices attendus pour la BNP pour 2011, c'est 9 milliards d'euros. La capitalisation boursière de BNP, c'est 65 milliards d'euros. Quand vous payez à peine 7 fois une société, il faut être sûr de votre coût. C'est-à-dire le scénario ultra noir que le marché a déjà vu, pour le challenger, il faut que vous pensiez que ça soit encore plus noir. Et le seul élément qui peut vous inciter à penser ça, c'est que vous dites qu'il y a une probabilité très élevée qu'un choc qui n'est jamais survenu arrive cette fois-ci. C'est comme de ne pas acheter du BMW à 30 € en mars 2009. Je veux dire, cette fois, c'est pas comme avant, et BMW va faire faillite. Sauf que ça vaut 90, parce que maintenant, on a découvert qu'ils étaient en Chine. Le fait même que la Grèce fasse faillite coûterait net d'impôts à la BNP, à travers les 5 milliards d'expositions qu'ils ont sur les dettes souveraines, à peine 3 milliards, c'est-à-dire 6% des fonds propres durs de la BNP. Donc il nous semble que ce risque est trop intégré dans les cours, génère une prime de risque excessive, et que sauf effectivement catastrophe, choc financier qui est redouté par M. Trichet, des effets collatéraux d'un haircut sur la Grèce, un blocage du système monétaire comme ça a été le cas en 2009, là seulement on peut considérer que le cours est justifié par ce risque-là. Mais sinon, on a vu une baisse des spreads sur les corporates. Le coût du risque, la BNP est passé de 150 points de base à 50 points de base. Le cours ne l'a pas relaté. Pour HSBC, c'est un peu plus compliqué. Parce que là où sur BNP, on est à 0,9 fois la tangible book value, sur la Société Générale à 0,8 et sur Intesa à 0,7, sur HSBC a profité de sa proximité par rapport au monde asiatique, profiter également du fait que le monde anglais était un peu moins concerné par cette problématique Eurolande, et donc la valorisation de la BNP, de HSBC, intègre encore des hypothèses de retour sur fonds propres
nettement supérieur à 2 chiffres. Donc pour le coup, on n'aimerait pas trop challenger le marché sur cette question-là. Donc on est assez d'accord avec lui que c'est bien pricé, mais qu'il n'y a pas forcément d'opportunité. Très bien, merci. Monsieur Van de Ver. Si je peux peut-être ajouter juste 2 choses. C'est la première, c'est bon, HSBC c'est un peu un cas spécifique parce qu'ils ont un excès de liquidité énorme. Donc ce qui n'est pas le cas de beaucoup de banques européennes. Donc ils ont un loan to deposit en fait qui est inférieur à 100, beaucoup inférieur à 100. Donc des problèmes de crise, s'il y a un problème dans le monde financier, ça arrête à tourner, en fait ils ont leur liquidité. Donc ils sont plus protégés que beaucoup d'autres banques comme une banque comme BNP. Bon, ceci dit, deuxième chose, et une des raisons pourquoi on n'est pas très optimiste sur les banques, contrairement à mon collègue, c'est quand vous regardez à long terme, en fait, on a diminué le risk-weighted assets pour tout ce qui est immobilier en Europe il y a quelques années. Maintenant, on augmente les Tier 1 ratios pour un peu diminuer le risque. Mais le vrai risque, c'est qu'en fait, c'est que vous remettez il y a 10 ans, le même actif, en fait, maintenant, tu as encore besoin de moins de capital. Et donc, nous, on se dit, on n'est pas très chaud sur le marché de l'immobilier en Europe. On pense que c'est cher. Et donc, si les taux commencent à monter un jour, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de l'upside à trouver là-dedans. Le plus grand actif des banques, c'est l'immobilier européen. Donc, ce risque-là, selon nous, n'est pas dans le prix. Et comme ils travaillent sur des marges faibles, avec des risk ratings assez faibles, ça peut être très painful pour les banques. Et ça, c'est un risque asymétrique pour nous qui n'est pas dans le prix. Très bien. Mais une autre question, on a le temps pour une question. Bien, peut-être juste une dernière question par rapport à ce que M. Van de Ver disait en introduction, c'est que dans votre style de gestion, vous incorporiez pas mal de mid-cap. On a une table ronde cet après-midi sur les small cap et une question qu'on se pose notamment sur la classe d'actifs small cap, c'est celle des valorisations parce qu'elles ont très bien performé depuis 2 ans. Comment est-ce que vous voyez ce segment de marché M. Dobler peut-être? Nous, si vous voulez, on a quelques grosses mid-cap dans le portefeuille et ce qui nous paraît étonnant, c'est combien aujourd'hui le marché est étroit. Donc, si vous voulez, ça a été très à la mode, mais quand vous voulez vendre une position de 30 ou 40 millions, vous pouvez mettre 3 semaines pour arriver à ne pas faire trop chuter les cours en la vendant. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, je pense, à intégrer dans la tête des gens. Et c'est vrai que nous, on trouve qu'il y a, a priori, sauf exception, beaucoup de sociétés cycliques dans cet univers mid-cap, et c'est aussi pour ça qu'il a peut-être bien réagi sur les périodes récentes. Et comme on a des sociétés qui maintenant sont à l'échelle de la planète, je crois qu'il est temps qu'il y ait un re-rating de ces grosses sociétés multinationales qui peuvent sourcer de la croissance un peu partout. Quand vous voyez qu'une société comme Nestlé, qui faisait avant Alcon 107 milliards de chiffre d'affaires, arrive à croître à 5 ou 6% par an, c'est quand même ça veut dire qu'ils ont trouvé des poules de population et des gisements de croissance immenses. Très bien. Monsieur Van de Ver. Il faut faire distinction, je pense, entre quelle sorte de mid-cap que vous allez choisir, sélectionner. Mais nous, dans la sélection, ce qu'on cherche, c'est des mid-cap qui sont dans un trend à long terme, donc un peu de longévité de quoi on vient parler. C'est vrai qu'il y a un issue de liquidity pendant certaines périodes, il faut le savoir, il faut le gérer, il faut tenir compte de ça. Mais si on est dans une thématique spécifique qu'on a bien, qui pense qu'il est structurellement drivé, tous les grandes sociétés ont commencé petits. Donc, et ce qu'on voit aussi, c'est souvent, c'est mid-cap, une fois qu'ils dépassent un certain seuil, il y a une sorte de re-rating implicite par le fait qu'ils sont sur beaucoup plus de radar screen. Et donc, souvent, c'est le rating en soi, comme ils sont moins recherchés, souvent les mid-cap, en fait, souvent les expectations sont assez mal intégrées dans le cours aussi. Donc, souvent, si vous faites bien votre boulot, en fait,
les earnings sont soit qui sont prévus par le marché, par souvent quelques brokers locaux. En fait, c'est pas très fiable en termes de. Donc une grande sélectivité tout de même. Ouais. Très bien. Monsieur Bouvigny, pour terminer. Oui, en fait, la performance et la cherté relative des small caps est due aux propos que j'ai tenus sur la déformation du marché depuis 18 mois. C'est qu'en fait, ils ont moins de finances, moins de pétrole, moins de pharmacie, moins de télécom, ou sinon c'est des trucs très ciblés. Ce qui veut dire qu'il y a moins de problématiques structurelles de business model sur ces sociétés-là. Ceci étant dit, il y a deux écoles sur les small caps, comme toujours. Vous allez avoir les positifs qui vont vous dire la croissance justifie une surcote. Et vous allez avoir les prudents qui vont dire la liquidité justifie une décote. Selon le moral, c'est l'un qui l'emporte sur l'autre. Bien, merci beaucoup. Merci.